Aujourd'hui, Mixeur discute café avec un sommelier et le cuisine avec de grands chefs en version salée et sucrée. Visite à New York le restaurant Cosme et sa cuisine mexicaine moderne, créée par l'un des plus grands chefs mexicains. Rencontre à Lima, un spécialiste du pisco. Et découvre à Paris une boulangerie sans gluten, appréciée de tous, que l'on soit intolérant ou non. C'est un fait, le café n'est plus une boisson de base dont les seuls bienfaits seraient de nous tenir éveillés. C'est un monde en soi, complexe, sophistiqué, avec ses adeptes, ses grandes maisons et son vocabulaire spécifique. Terroir, cru, dégustation. Comme celui du vin. Et c'est la raison pour laquelle Nespresso a choisi comme ambassadeur Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde de l'année 2013. Il y a beaucoup de similitudes entre le café et le vin. Dans les deux boissons, vous avez besoin d'un terroir, d'un climat, d'une personne qui connaît, qui est capable d'apporter à maturité un fruit qui sera ensuite transformé en boisson. Et cette boisson qui sera, bien sûr, servie à table. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Pour ce qui concerne la dégustation, on est presque au même. La seule chose, c'est que dans le café manque un élément qui est très important chez le vin, qui est l'alcool. Donc voilà, une fois que j'ai approché la dégustation du café, j'ai dû juste régler ma machine de dégustation en faisant abstraction de l'alcool. Les paramètres qu'on utilise généralement pour tester un café, ce sont ceux qu'on utilise dans le vin. L'acidité, l'amertume, la richesse d'intensité, la texture, la persistance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de termes qui s'utilisent aussi bien dans le vin que dans le café. Le géant Nespresso ne manque pas d'idées quand il s'agit de mettre en valeur le café et de le faire sortir de la tasse. Comme par exemple en mettant au défi de grands chefs de l'utiliser dans leur cuisine, en version sucrée, mais aussi en version salée. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ce soir ? Allier ma cuisine de montagne avec des saveurs café. Donc ajouter des pointes de café, un peu l'utiliser comme un condiment, comme... pour souligner les recettes, pour donner un petit peu de relief. Je suis un buveur de café, donc ça m'a pas trop... c'est quelque chose qui est assez naturel. J'ai des recettes, pas à l'année, mais régulièrement. J'ai souvent une recette ou salée ou sucrée, que ce soit en entrée, avec des légumes, avec... Il y a souvent une recette à ma carte qui est au café. Ça peut être l'oursin avec du café, ça peut être... Là, on a marié le légume avec le salsifis. Le biscuit de brochet, qui est un classique de la maison, qu'on a l'habitude de faire avec un jus d'oignon. Et du coup, j'ai recorsé avec un riz straight pour redonner un petit coup d'amertume. Et j'aime dans ma cuisine amener de l'amertume. On peut faire des infusions avec le riz straight qui sort de la machine, simplement. Moi, j'aime prendre les grains de café, les torréfier, pour leur donner vraiment un petit côté grillé, et après les mettre en décoction. Ça peut être dans plein de saveurs. En général, c'est des saveurs qui sont assez grasses, des huiles, des laits, des crèmes, pour que ça prenne le goût. Ou alors faire des cafés, les distiller et récupérer de l'eau de café, c'est-à-dire de l'eau avec juste le côté café et rien. Et à partir de cette eau, on peut l'animer avec plein de choses. Et voilà. Mais ça peut être fumé, ça peut être... L'alliance du café, c'est assez facile à le marier. C'est plaisant. Comment on utilise le café en pâtisserie? Est-ce que c'est un classique? Est-ce que c'est compliqué? Ça fait partie des classiques. Mais de toute façon, il y a un grand nombre de classiques de la pâtisserie qui sont faits à base de café. Le mocha, la religieuse, et j'en passe le tiramisu, enfin j'en passe des meilleurs. Mais le café, il est souvent utilisé comme infusion. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le recommande, parce que de toute façon, un bon café n'est pas un café soluble. C'est un café qui s'infuse longuement, à basse température, pour développer tous ces arômes. Donc, je me suis servi du Baileys, l'alcool,
pour lui donner une sorte de profondeur. Et le côté chantilly, rond, crémeux, de manière très légère, parce qu'on est quand même sur une crème, donc forcément ça a toujours un côté un peu gras. C'est pour ça qu'on a tout émulsionné, essayer de donner un maximum de légèreté. Et puis on est venu coiffer avec cette meringue très très fine. L'idée c'était vraiment d'ajouter une texture supplémentaire. La similitude entre le vin et le café a toujours existé, mais peut-être aujourd'hui on devient un peu plus sensible. On ne s'est jamais occupé du point de vue gastronomique, de l'expérience gastronomique, peut-être jusqu'au bout, jusqu'au moment où le client boit le café. Souvent, on s'est occupé, bien sûr, des plats, des vins, mais on n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a cette sensibilité de comprendre que pour le client d'un restaurant gastronomique, l'expérience gastronomique commence au moment où il passe sa réservation de table et se termine quand il quitte le restaurant. Et généralement, le café est la dernière boisson qu'il a dans sa bouche quand il quitte le restaurant. Donc c'est très très important. Et si je peux rajouter une chose très sensible, c'est que le café, il est servi à un moment très important, quand le client paie son addition. Donc il faut qu'il soit exceptionnel. Oui, allons-y, commençons avec le lavage. Ça, c'est notre lavage spécial. Sur le dessus, il y a un mélange spécial à nous que nous préparons. Il y a notre sauce. C'est un peu... En fait, c'est un peu piquant. C'est ce qu'on nomme comme étant Adana, Urfa. Nous utilisons notre sauce qui est à la fois piquante et sucrée. Comme il n'est qu'à moitié cuit, nous le cuisons un peu plus afin qu'il soit plus croustillant. Pour ce qui est de nos kebabs, nos viandes sont aussi Adana, Urfa. Il y a de l'agneau, du foie, du poulet et des ailes. Voilà, selon le désir et ce qu'il souhaite à l'intérieur, il peut y avoir de la salade, des oignons ou sans oignons, et avec les épices piquantes ou non. Enrique Olvera est le chef le plus réputé du Mexique. Son restaurant Pujol figure parmi les plus grandes tables du monde. Mais le chef avait un rêve, celui d'ouvrir un établissement à New York. Non pas une table gastronomique, non pas une cantina, mais un lieu dédié à une cuisine mexicaine moderne et créative. Et comme le chef n'a pas le don d'ubiquité, il a choisi pour le seconder Daniela Soto Inés, une chef qui dirige la cuisine avec fermeté et sourire. Ouvrir un restaurant à New York, c'était un rêve, un défi ou une opportunité d'affaires? Toutes ces réponses. C'était un rêve, bien évidemment. Tous les chefs connaissent bien l'importance culinaire de New York. C'est l'un des endroits où il est le plus difficile de percer pour un chef. C'est tout un défi. New York a été mon port d'attache pendant plusieurs années. J'ai étudié à l'Institut culinaire américain qui se trouve dans le nord de l'État de New York. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant à Manhattan. C'était mon idée fixe depuis l'obtention de mon diplôme. J'ai peine à croire que j'y sois arrivé. Je dois parfois me pincer pour vérifier que je ne rêve pas. La décoration et l'ambiance qui règne dans le restaurant sont très subtiles. Nous souhaitions que ce lieu soit épuré mais chaleureux. Il possède des éléments tout à fait mexicains, comme le plancher en ciment. Ce restaurant pourrait aisément se trouver à Mexico. Le profil aromatique de la cuisine mexicaine est l'acidulé et l'épicé. On peut donc créer des plats mexicains sans nécessairement utiliser d'ingrédients mexicains, mais en nous concentrant sur son profil aromatique. Nous souhaitons créer des saveurs délicates qui ont du mordant, tout comme le profil aromatique de la cuisine mexicaine.
Prenez par exemple notre uni tostada. Nous ne sommes pas les premiers à servir des oursins avec de la moelle à New York. Bernardin le fait déjà. Mais nous souhaitions adapter ces ingrédients en changeant le profil aromatique pour qu'il coïncide davantage avec celui du Mexique. Pour ce faire, nous les servons sur une tostada accompagnée de salsa. C'est très new-yorkais, mais cette variante rend le plat résolument mexicain. Aussi du homard avec du chorizo et des fèves noires. Du cobia al pastor. Et un de mes plats préférés, des pétoncles au wasabi. Ici, le côté piquant ne vient pas du piment, mais du wasabi. Les plats qu'on sert au Cosme sont très simples, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très compliqué. Nous utilisons de bons ingrédients qui sont préparés de manière simple. Nous ne cherchons pas à créer des plats que personne ne connaît. J'ai rencontré Daniela il y a quelques années lors d'un dîner ici à New York. Elle s'apprêtait à faire un stage au restaurant Pujol à Mexico. Dès que je l'ai vue faire en cuisine, j'ai tout de suite constaté à quel point elle était douée. C'est l'âme de notre restaurant. Elle gère toute la cuisine et prépare quotidiennement tous nos plats. Tout le mérite lui revient. La cuisine de Cosme est certainement unique. Vous retrouverez le profil aromatique du Mexique dans tous nos plats. Il existe dorénavant une manière cosméenne de cuisiner. C'est très simple et sans flafla. On ne fait rien d'incroyable. La présentation de nos plats est très simple et naturelle. Je tenais à ce que l'honnêteté et le partage soient au menu. Notre but n'est pas d'impressionner, mais de partager. Le pisco sour a été proclamé boisson nationale du Pérou. Mais qu'est-ce qu'au juste que le pisco? De quoi est-il fait? Comment le prépare-t-on? Et surtout, comment le consomme-t-on? Voici, grâce à un spécialiste, toutes les réponses à ces questions. Qu'est-ce que le pisco? Le pisco est une eau de vie élaborée à partir d'un jus de raisin dans lequel les peaux ont été retirées. Il n'est distillé qu'une seule fois. Il n'est pas vieilli en fût, mais dans des barils de nylon ou de plastique et reste donc transparent. Lorsque les premiers colons sont arrivés d'Espagne il y a de cela 400 ans, ils avaient amené avec eux des pieds de vigne pour faire du vin pour la messe. Mais lorsqu'on leur a interdit d'exporter ce jus ou ce vin en Espagne, ils se sont mis à le distiller et à le consommer ici. C'est ainsi que le pisco est né, d'une aguardiente à base de raisin. La variété de raisin Quebranta est originaire d'Espagne. Les colons l'ont amené ici, puis l'ont rebaptisé Quebranta. Ce serait, dit-on, un cousin éloigné de l'Italia et du Moscatel, des cépages beaucoup plus connus. Nous avons plus de 400 piscos différents au Pérou. Les 10 produits les plus connus constituent 85% de la production, soit 35 millions de litres. D'autres sont de production artisanale. Mais quel est l'élément crucial dans la fabrication du pisco? Du bon jus de raisin. De bons raisins vous donneront du bon jus qu'on distille par la suite. C'est ainsi qu'on obtient un bon pisco. Et il n'y a pas du tout de vieillissement. Non, il n'y a aucun vieillissement. Je vous donne ma propre recette du pisco sour. Il en existe de nombreuses variantes. On commence avec du Quebranta d'Arequipa, qui est sucré. On rajoute un peu de molar, qui est un autre cépage de pisco qui vient de la région d'Ica.
On y retrouve des notes de banane et aussi de mandarine. L'arôme de mandarine est très subtil. Et aussi un peu d'albea. On rajoute du sirop. Et le jus de 3 limes. C'est cet ingrédient qui distingue notre pisco sour des autres. De la glace. Et puis, on rajoute du blanc d'œuf. On termine avec une goutte d'angostura. Et voici un pisco sour. Nous offrons également une multitude d'autres cocktails, comme le Capitane, qui est à base de pisco et de vermouth rouge. Nous avons également le Chilcano, qui est un mélange de pisco et de soda au gingembre. Vous pouvez également prendre un pisco tonic ou un Canario composé de pisco avec du jus d'orange. Ce ne sont que quelques exemples des nombreux cocktails que nous offrons. Les gens ne connaissent que le pisco sour puisque le gouvernement en fait la promotion. Comme il a fait l'éloge du Machu Picchu ou du ceviche. Notre gouvernement met de l'avant ces éléments de notre culture. Mais il existe de nombreux cocktails à base de pisco. Déguster un de ces délicieux cocktails vous donnera un aperçu de ce qu'est réellement le Pérou. Je vais vous préparer un Capitane, soit un savant mélange de martini et de 2 types de pisco. Pour le premier, il nous faut un peu d'uvina, qui a des notes de tutti frutti. Et on rajoute un peu de quebrantadica. On décore avec une cerise qu'on a laissée macérer pendant 1 an dans le pisco. Vous pouvez la manger, mais attention, elle est très alcoolisée. Quand avez-vous ouvert votre bar? Il y a 12 ans. Et est-ce que vous pensez que vos produits sont plus populaires maintenant qu'à vos débuts? Oh oui, les gens ne sont pas seulement intéressés par nos cocktails, mais aussi par le pisco en tant que tel, le pisco pur, mais aussi par les différents types et cépages de pisco. Sur une petite place parisienne qui ressemble à une place de village se trouve la boulangerie Chambellan. Belle, lumineuse, accueillante. Mais ici, ni baguette ni croissant, mais de drôles de pains carrés, bien dorés et super appétissants. Rien ne laisse supposer, et c'est tant mieux, que l'on se trouve ici dans un commerce où le gluten n'a pas sa place. Chambellan, en fait, c'est la rencontre avec mon associé Thomas Teffry-Chambellan, où très rapidement, en fait, on a vu qu'on avait des complémentarités et un désir d'entreprendre ensemble autour d'un projet qui ciblait un aliment, le pain. Thomas a été historiquement boulanger déjà depuis une quinzaine d'années, et moi, passionné de pain et de gastronomie, je souhaitais entreprendre autour de ce projet-là. Ce qui nous animait en fait tout de suite avec Thomas, c'était de se poser la question comment innover sur la filière du pain. On a fait coïncider 2 éléments, c'était innover à travers la panification d'autres céréales, probablement d'autres textures parce que d'autres céréales, mais aussi l'émergence du sans gluten, du marché du sans gluten, fait poser aussi beaucoup de questions aux boulangers. Donc c'est ces 2 idées qui étaient d'innover et de répondre un peu sérieusement à la demande du sans gluten, on fait quelque part coïncider une idée commune qui était proposer un nouveau pain, faire émerger un nouveau pain dans la famille de la boulangerie. Ni Thomas ni moi ne sommes dogmatiques avec le sans gluten. L'objet, en fait, c'est de faire surtout un produit qui soit savoureux et qu'une personne lambda puisse entrer dans cette boulangerie et dire tiens, j'aimerais bien goûter en fait ce produit-là. Et après, on explique avec quelles céréales est fabriqué ce produit et que, par ailleurs, ce produit est sans gluten et va pouvoir satisfaire des gens qui sont en demande. Le fait de vouloir contrôler la filière était pour nous une question assez déterminante parce que les premiers essais qu'on a réalisés sur les pains de riz, de sarrasin, de châtaigne, de maïs,
On a réalisé tout un tas de produits avec différents types de céréales qui sont naturellement sans gluten. Les résultats étaient très inconstants et on s'est tout de suite aperçu que de panifier telle ou telle variété de riz, par exemple, était déterminant pour la réussite du produit. On a très vite en fait choisi de ne pas produire de croissants ou de baguettes. Pourquoi? Parce que travailler sans gluten ne fait pas beaucoup de sens pour produire ce type de produit. À moins de rajouter beaucoup d'additifs chimiques et arriver à une pâte très extensible. Donc on a opté très vite pour fabriquer des produits qui ont leur propre identité et qui suivent ce que les céréales que nous utilisons nous indiquent quelque part. Le pain de base, c'est le pain du village. On l'appelait pain du village parce qu'on est au cœur du village Popincourt. C'est un pain de forme rectangulaire qu'on a souhaité comme ça, justement pour rompre un petit peu avec les formats préétablis des pains type boule. Et c'est un pain qui est très fondant dans sa mie, qui a un aromatique très marqué sur le riz complet. Et toasté, on sent les arômes de sarrasin. Le cœur de notre métier, c'est le pain. C'est vraiment là-dessus qu'on souhaite axer l'identité de Chambellan. Mais parallèlement, on a toute une gamme de pâtisseries boulangères qui part de chouquettes. Donc on a une pâte à choux qui s'est développée de manière très intéressante avec le riz. On a par ailleurs de la pâtisserie type tarte sucrée. Donc une déclinaison, en fait, on a fait des fonds de tarte et à partir de là, on décline des recettes. Une tarte citron meringuée, une tarte chocolat, une tarte... Et on a de la pâtisserie type anglo-saxonne, comme des brownies, des muffins, des cookies, des choses comme ça. Les clients de notre établissement sont très variés. On pense qu'à peu près la moitié est intolérant au gluten et que l'autre moitié vient parce qu'elle a envie d'avoir ce pain-là. Il nous arrive très souvent d'avoir des gens accompagnés de 2 ou 3 baguettes sous le bras et prendre un pain en complément pour le proposer dans un dîner avec des amis. On ne communique pas vraiment sur le fait que ce soit sans gluten, c'est-à-dire que pour nous, l'objet était de faire un pain, encore une fois, savoureux et de qualité. Quand vous entrez dans cette boulangerie, vous ne voyez pas marqué sans gluten avec un sticker rose fluo pour quelque part surfer un petit peu aussi sur la vague sans gluten. On veut absolument que la vérité passe par le produit. Poursuivez l'expérience en ligne à tv5.ca.